Bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Solidaire. Je suis Pingui, fondateur de Tout le monde y gagne. J'accueille aujourd'hui Marie Maudieu, qui est directrice des services de l'association Le Temps du Regard. Alors, bonjour Marie et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Je commence toujours par une question rituelle qui est de savoir comment vous avez vécu, vous, à titre personnel, ces 2 derniers mois de confinement. Une expérience inédite, je crois, pour tout le monde. Un confinement qu'on vit là sur des niveaux. Alors, personnellement, c'est une situation effectivement de prise de poste, moi, que j'ai vécue en septembre l'année dernière. Donc, un confinement qui arrive sur un démarrage de fonction. Donc, voilà, c'est très inédit et c'est à la fois très enrichissant et en même temps une entrée en matière qui laissera en tout cas beaucoup d'enrichissement sur la pratique. Ça, c'est certain. Et puis, surtout sur la question du réseau, on a beaucoup mutualisé, on s'est beaucoup appuyé sur le territoire et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve extrêmement positif finalement de ce confinement qui était au départ une inquiétude et voire des grosses angoisses sur des situations pour des personnes fragiles et vulnérables que nous accueillons et qui aujourd'hui libère quand même beaucoup d'espace de possibles finalement. Rentrons dans le cœur du sujet avec l'association. Donc, je disais que vous étiez directrice des services de l'association Le Temps du Regard. Je devine que vous invitez donc tout le monde à prendre le temps de regarder par le nom d'association, mais je me pose la question, mais de regarder qui, quoi et pourquoi? Il faut imaginer qu'au départ, on a 4 personnes qui imaginent la possibilité pour des personnes en situation de handicap de sortir et de devenir visibles. Voilà, les années 80 ont permis ce fonctionnement aussi sur les territoires et cette mobilisation sur les territoires avec un département qui a pris ses responsabilités sur la question des personnes en situation de handicap. Et ça commence avec cette idée de prendre le temps, de regarder quel est le besoin, quelles sont les envies, enfin voilà, de regarder la personne en situation de handicap comme une personne normale qui aurait des besoins, des envies et qui pourrait accéder comme tout à chacun, à une vie dans le droit commun. Voilà. Donc ça démarre comme ça et on crée le premier accueil de jour qui s'appelle le temps d'agir. Une fois qu'on a eu le temps de regarder, on a décidé d'agir pour elle et d'offrir ces temps de rencontre. On est vraiment sur la question du lien social et c'est d'autant plus fort avec ce confinement qui nous a ramené à l'isolement majeur des personnes qui se sont trouvées chez elles du fait de ce confinement-là. Quand vous parlez de personnes atteintes d'handicap, on parle de quel handicap? Alors, le Temps du Regard a toujours œuvré pour justement ne pas limiter les handicaps. C'est qu'on a vraiment une propension à ouvrir à tout type de handicap. On a historiquement beaucoup de personnes qui avaient pour trait commun, on va dire, la déficience intellectuelle. Mais aujourd'hui, et depuis toujours, on a aussi des personnes qui ont des troubles associés, des troubles moteurs, des troubles sensoriels, des troubles cognitifs et psychiques. L'association existe depuis combien de temps? C'est en 1986 qu'on a créé l'association. Premier accueil de jour en 1988. Donc, je vous disais, le temps de regard, on a pris 2 ans vraiment pour construire cette association et créer aussi voilà, les valeurs, l'idéologie qui a été dès le départ inscrit dans un projet associatif qui est très fort et qui fait encore aujourd'hui identité de cette association. Voilà, donc on a fêté les 30 ans il n'y a pas très longtemps. J'ai lu qu'en France, il y avait plus de 60 000 personnes en situation de handicap qui étaient en attente d'un accueil. Quel est le retour sur notre département? Sur le territoire d'Ille-et-Vilaine, essentiellement, puisque nous sommes basés à Rennes et sur la Couronne Nord, des communes d'Appy-Passé, de Montgermont jusqu'à Assigny. Aujourd'hui, quand on se retourne du côté du département, on a une file active qui est assez importante, qui est assez difficile encore à mesurer parce qu'on a des attentes diverses et variées. On a des personnes qui peuvent être en attente de foyer de vie, mais aussi des personnes qui vont être sur de l'habitat plus inclusif, des formats comme nous proposons à Montgermont d'appartements qui sont des appartements avec de l'accompagnement, mais pour des personnes un petit peu plus autonomes. Donc cette file active, elle est importante. Le chiffre, je ne l'ai pas en tant que tel, mais on a évalué, nous, à plus de 250 personnes déjà qui pourraient être intéressées par le projet que nous sommes en train de proposer. Donc c'est énorme. Il y a un vrai besoin sur le territoire alors? Oui, il y a un besoin et il y a aussi une volonté de la loi actuellement d'aller vers le droit commun, vers l'inclusion de ces personnes. C'est-à-dire qu'il s'agit aujourd'hui de lisser ce qui serait une vie
en situation de handicap et une vie normale. Donc, tout à chacun aurait le droit d'habiter, avoir un voisin, un jardin, une vie qui se partage aussi, voilà, comme chacun dans la cité. Permettre aux personnes non pas de vivre dans un lieu de vie, mais d'être citoyennes de la commune qu'elles allaient investir. Comment font ces gens aujourd'hui qui sont en liste d'attente, justement? Aujourd'hui, on a essentiellement des personnes qui attendent, soit elles ont effectivement une situation de travail, des personnes en ESAT qui vont avoir besoin d'arriver sur une fin de parcours professionnel, ou des plus jeunes qui sont sur une fin de parcours, une sortie d'IME, ils ont une scolarité, et donc on a vraiment, nous, cet positionnement-là entre ces deux phases de la vie. Et puis, j'allais dire, au milieu de tout ça, il y a aussi toutes les personnes qui ont eu des vies d'activité professionnelle. Il peut y avoir aussi des accidents de la vie, et arrivent à nous, effectivement, des personnes qui ont des horizons et des besoins assez différents. L'accueil de jour a cette vocation, justement, à être sur du temps partiel et à proposer quelque chose très personnalisé au regard du besoin. Donc, on peut y venir jusqu'à 3 jours par semaine, mais on peut aussi y venir pour une demi-journée pour vraiment commencer à proposer un projet qui colle avec sinon une phase de vie, en tout cas une période de la vie de la personne. Votre mission est d'accueillir, d'accompagner et puis d'héberger les personnes atteintes de handicap pour favoriser leur insertion dans la cité. Comment ça se passe en fait, cet accueil de jour, ces hébergements temporaires? Comment ça se passe concrètement? L'association a deux systèmes de prestations. Donc, l'accueil à la journée, ce sont des journées qui vont du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Et au départ, on rencontre une personne qui a des besoins, des attentes. On écoute ce qui va être son projet à elle et on fait en sorte d'y répondre avec une modularité vraiment importante. Je vous disais de temps partiel, donc on peut aller entre une demi-journée jusqu'à 3 jours par semaine avec des temps d'atelier. Dans les accueils de jour, on a des équipes pluriprofessionnelles avec de l'accompagnement paramédical, mais aussi un psychologue et également des équipes d'animation. De l'autre côté, on a la partie plus hébergement et là, on propose vraiment un chez-soi. On a des personnes qui arrivent à nous avec cette volonté d'habiter, d'être locataires de leur studio. Ce sont des studios de 30-35 mètres carrés. La particularité, c'est qu'ils sont personnalisables. Ils arrivent avec leurs meubles, ils s'installent. Et on a aussi évolué dans notre prestation d'hébergement avec des appartements. Il y en a 4 à Montgermont. On a des personnes plus autonomes qui ont vraiment une inclusion de 4 appartements qui sont disséminés dans un bâti de droit commun sur la commune de Montgermont. Ce sont des bâtiments dont vous êtes propriétaire, que vous gérez vous-même. On est locataire et on travaille avec les bailleurs sociaux. C'est vraiment une volonté, voilà, c'est-à-dire de démultiplier, et c'est aussi comme ça que nous avons dernièrement travaillé avec le dernier bailleur qui, sur la commune d'Assigny, avait un projet de construction. Il nous a sollicité en nous demandant si on était intéressé justement pour repartir sur un projet. Donc, c'est vraiment main dans la main avec les bailleurs sociaux. Et c'est aussi cette volonté d'être complètement inclus dans le système de la cité. Les hébergements sont mixtes alors, des personnes atteintes de handicap et des personnes non atteintes de handicap? Oui, il faut imaginer des immeubles de type HLM avec des voisins, comme tout à chacun, qui seraient locataires propriétaires également. Et donc, on a en général notre structure est au rez-de-chaussée sur un système beaucoup plus accessible. On imagine qu'il peut y avoir des personnes à mobilité réduite en fauteuil. Et nous avons donc une proposition qui est faite sur une surface aux environs entre 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, ça dépend, les structures n'ont pas tout à fait la même taille, mais à chaque fois, les personnes ont leur studio et une grande pièce de vie qui est présentée comme un lieu de temps de repas, d'animation, de rencontres, de soirées aussi, parce que vraiment la vie se passe là en petit collectif. Il faut imaginer que là, sur les 2 structures que nous avons, il y a une structure où il y a 7 personnes et l'autre, ils sont 9. Donc, la volonté, c'est de garder la structure familiale. Ils sont assez autonomes dans la vie de tous les jours? Oui, globalement, on a des personnes qui sont orientées aujourd'hui par la MDPH, qui ont des orientations pour un foyer de vie. On n'est pas du tout médicalisé. On a vraiment là des personnes qui ont effectivement des handicaps, je vous disais, très diversifiés, qui du coup ne peuvent pas vivre seuls totalement et qui ont besoin d'un accompagnement. Et cet accompagnement est plus ou moins
renforcer que l'on habite en foyer de vie ou qu'on soit en appartement. La demande à l'entrée, elle est bien là de repérer le besoin et les capacités avec une évaluation qui est faite avec des professionnels de l'accueil de jour, mais aussi des domiciles. Combien de personnes vous accueillez sur l'Ille-et-Vilaine? Sur l'Ille-et-Vilaine, on a un petit peu moins de 90 personnes aujourd'hui à s'installer à la fois dans l'inscription en accueil de jour et on a parmi ces 90 personnes, 20 personnes qui sont dans nos hébergements. Et vous êtes une équipe de combien de professionnels pour suivre ces personnes-là? Aujourd'hui, on a un petit peu moins de 50 salariés. Il faut entendre parmi ces salariés des équipes qui sont effectivement volontairement d'origine et de professions différentes. On a vraiment travaillé cette idée et on cultive au temps du regard cette volonté d'avoir des équipes qui soient composées d'éducateurs, mais pas que seulement. Hein. Il y a des AMP, des psychologues, des psychomotriciens également, ergothérapeutes. On a des animateurs, on a beaucoup d'intervenants, une plasticienne, intervenant musique. La touche artistique de l'association est majeure. C'est indépendant de notre histoire. C'est que tout ça est vraiment basé sur l'idée aussi que nous ayons un accès à la cité, à la culture de la cité, au-delà d'un chez-soi et de ce lien social. C'est comment est-ce qu'on touche aussi au plaisir de la vie qui passe aussi par cette dimension artistique. Voilà, donc nos professionnels sont formés aussi à pouvoir transmettre, partager et puis faire émerger aussi les talents. On a des gens très talentueux, des peintres et des chanteurs qui viennent à nous là. J'imagine que le confinement et les impacts de la crise sanitaire ont bouleversé un peu vos habitudes et vos façons de travailler. Quel regard vous portez dessus? Le confinement, en fait, pour être très précise, le confinement nous a amené à fermer tous nos accueils de jour. On a commencé le 16 mars dernier à entendre les directives qui nous ont obligés effectivement à fermer ces structures pour ne garder que l'internat, c'est-à-dire, je vous disais, les 20 places d'hébergement. Donc l'ensemble de notre personnel a été remobilisé sur les hébergements parce que ce confinement nous empêchait de continuer nos activités et il y en a beaucoup. On a des jardins partagés, on a des activités vers l'extérieur pour les personnes et donc on a fait venir en fait les personnels des accueils de jour au sein des domiciles pour avoir une continuité, créer une newsletter quotidienne, enfin voilà, on a vraiment axé cette volonté-là. Et puis, on a gardé une partie du personnel pour aller voir les personnes confinées, c'est-à-dire les appeler tous les jours. Un service téléphonique a été mis en place, y compris des visites à domicile et qui nous ont permis de garder, sinon le lien, d'éviter surtout des ruptures avec des aidants qui allaient certainement être fatigués. On n'avait pas vraiment idée de la durée de ce confinement et personne ne l'avait. Donc, on voulait surtout protéger les personnes pour lesquelles on sentait une vraie vulnérabilité du point de vue de la santé, mais aussi des troubles psychiques pour certains, et puis de la portance familiale aussi. Il fallait soutenir ces familles pour lesquelles on est quand même aujourd'hui un support très important au quotidien. Donc, on s'est réorganisé très vite, oui. Oui, finalement, vous faites partie de ces personnes qui étaient au front durant cette période de confinement, à garder ce lien avec vos résidents. Tout à fait. Alors, le rôle d'une directrice, par exemple, pendant ce confinement, c'est au départ de trouver les moyens de sécuriser et les personnes et les professionnels. Donc, on a eu aussi tout ce travail dès le début, nous, de se munir de masques, de gel, travailler tous ces protocoles de protection et de s'allier aussi avec les méthodes sanitaires qui sont un peu éloignées de nous. Hein. On est sur du médico-social, on est sur la vie, on est sur l'ouverture à la cité. Et on s'est trouvé un petit peu enfermé à gérer cette crise sanitaire. Donc, cette dimension-là était forte. Et une fois que les équipes, effectivement, très vite, ont senti, je pense, le soutien de ce côté-là, elles sont venues travailler, mais elles ont, de toute façon, depuis le début, voilà, il y a une grande solidarité que j'ai perçue, que j'ai trouvée, effectivement, pas étonnante. Hein. C'est une association très militante avec des personnels qui sont effectivement mobilisés avec des salariés qui allaient au front. Et tous les jours, ils allaient au domicile des personnes et ils avaient effectivement à les accompagner, faire des courses, voilà, tout ce travail d'aller à la pharmacie, ils l'ont fait pour limiter les risques pour les personnes. Et vos résidents, comment ils ont vécu cette période-là? Est-ce que vous avez pu
j'imagine, échanger avec eux. Alors on échangeait, on a mis en place toutes les semaines un temps, donc on se protégeait mutuellement, mais je me rendais moi en présentiel toutes les semaines pour rencontrer les personnes et échanger, amener de l'information, voilà, leur expliquer un peu ce qui se passait dehors, c'était important. Et puis voilà, de sentir beaucoup de tranquillité. Je crois que ce qui a été important, et c'est ce que je parlais de la façon dont ce confinement a apporté aussi du positif, c'est finalement le rythme, cette question de ce moment où finalement on s'est trouvé un peu immobile. Et cette immobilité-là, elle est favorable au rythme que les personnes peuvent avoir, pour lesquels certains, voilà, ils ne trouvent pas toujours un rythme évident dans notre société actuelle qui va très vite. Et on a su, nous, je crois là, se mettre vraiment à leur portée, prendre le temps d'échanger, d'écouter, les contraintes extérieures étant plus là. Il y avait vraiment cette possibilité-là. Donc, globalement, les personnes étaient vraiment très tranquilles, très rassurées. Elles ont pris le temps au départ de se poser. Ce qui a été dur après, c'est le contact aux familles. Au bout d'un moment, c'était délicat et certains avaient vraiment besoin de retrouver leur famille. 11 mai a sonné le déconfinement. Est-ce que ça veut dire que certains résidents sont revenus dans les accueils de jour? On a commencé effectivement une reprise progressive. On a réouvert un accueil à passer dans un premier temps sur quelques journées. L'important étant de vérifier la sécurisation et la possibilité pour tous de respecter les gestes barrières. C'est avant tout notre souhait. Rennes, l'accueil de Rennes va certainement réouvrir la semaine prochaine de la même façon, sur un temps très très court, mais qui va permettre à une dizaine de personnes à nouveau de revenir et s'essayer à cette nouvelle organisation où voilà, on se doit de faire avec des protocoles un petit peu plus exigeants. Oui. On parlait tout à l'heure de projets qui étaient en cours et notamment du projet d'hébergement du champ du Botrel à Assigné. Où en êtes-vous aujourd'hui? Je dirais de manière globale, comment on peut vous aider, qu'on soit particulier ou entreprise, sur ce projet en particulier peut-être et sur vos missions en général? Aujourd'hui, c'est un projet qui avance avec une énergie associative forte. L'idée étant de porter ce projet sur une dimension nouvelle de financement participatif par des entreprises, des mécènes et des particuliers. C'est une dimension nouvelle parce qu'il nous apparaît aujourd'hui essentiel et assez évident que les financements n'étant plus ce qu'ils étaient du fait de restrictions budgétaires, on ne peut pas laisser des personnes qui en ont le besoin ne pas trouver de solution quand nous-mêmes avons voilà, essayé des propositions qui fonctionnent plutôt bien. Donc ce projet, il est innovant, il est expérimental, il est reconnu aujourd'hui par le département qui nous soutient à hauteur d'un budget de subvention au tiers de notre budget actuel, prévisionnel. Pour autant, oui, il va nous rester aujourd'hui un travail important, c'est celui de rassembler les entreprises locales. Encore une fois, on a très envie de travailler avec le local parce que pour nous, c'est ça l'essentiel, c'est de permettre à des entreprises de s'investir dans un projet là qui est effectivement un projet de cité, un projet de territoire et qui a la volonté d'amener aussi des entreprises à se proposer sur une participation financière au long cours pour que ce service fonctionne et trouve effectivement une ouverture sur 2023. 2023. Vous avez déjà des mécènes aujourd'hui qui vous accompagnent? Oui, on a déjà plusieurs entreprises qui nous ont rejoints et qui nous rejoignent en validant leur position et le fait qu'elles se soient, voilà, qu'elles aient été convaincues par les valeurs que nous portons et qu'elles les partagent. Et donc des entreprises qui s'engagent sur une participation pluriannuelle. On est vraiment là déjà sur cet engagement d'une vingtaine d'entreprises, avec cette idée vraiment que voilà, on a vraiment cette idée de rassembler un certain nombre d'entreprises et puis de les mobiliser autour d'une activité associative, parce que ce projet, c'est pas des projets de l'ensemble de l'association, mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de projets artistiques, notamment un film qu'on est en train de faire, un projet sur le regard, justement porté sur l'art et la culture au sein de notre association et que nous finançons aussi grâce à ces dons que nous pouvons récolter. Concrètement, comment je fais pour vous, si je veux aider
le temps du regard? Nous avons mis en place un système de dons qui est assez simple et qu'on le retrouve voilà, sur l'ensemble des associations. Le premier contact, nous avons une chef de projet qui est aujourd'hui sur un poste financé par la Fondation de France, dont je n'ai pas parlé encore, mais qui est effectivement un de nos soutiens avec le département sur ce projet, qui soutient ce poste pendant 3 années. Hein, c'est l'ingénierie de création du projet et c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de ce projet nouveau qui n'existe pas ailleurs pour le moment et qui permet à une association, une entreprise pardon, qui voudrait effectivement s'inscrire dans ce projet, voilà, de porter aussi une pierre à un édifice en construction. Donc l'idée étant de contacter, voilà, de me contacter moi, sinon la chef de projet, Madame Goyet, et qu'on puisse effectivement vous rencontrer et échanger sur ce que vous aimeriez construire avec nous. En échangeant avec ces entreprises-là, qu'est-ce qui les motive à venir accompagner un projet tel que le vôtre? Je pense à une entreprise assignolaise qui nous a rejoint, une des premières, une entreprise de peinture qui a surtout trouvé intéressant de pouvoir s'investir sur un projet local. Elle disait, directrice de la structure, effectivement pouvoir avoir envie de s'investir, que à un moment donné, quand l'entreprise fonctionne bien, l'idée c'est de faire valoir aussi le dynamisme d'un territoire. Et donc quand elle a entendu ce projet-là, qui était à la fois innovant, expérimental et humain, il y a une dimension aussi très participative, puisque notre projet, il tient non pas simplement d'un habitat, mais aussi de la création d'un jardin partagé et de l'investissement d'une salle de voisinage, donc de la création de cette salle pour vraiment investir un espace, un quartier hein, de cette ville d'Assigné et de le développer avec des personnes en situation de handicap. C'est ce projet-là qui lui a vraiment tenu à cœur et ses valeurs. Parler de local, effectivement, je pense que c'est un critère très important et de dire qu'effectivement, on s'inscrit sur un territoire avec ses avantages, ses inconvénients, ses richesses aussi et qu'il faut le développer. Et un projet comme le vôtre, avec en plus des valeurs humaines derrière, eh ben, effectivement, peut intéresser et intéresse beaucoup d'entreprises qui souhaitent œuvrer au plus près de là où ils travaillent et de là où peut-être également leurs salariés travaillent et vivent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir que ce projet d'habitat, c'est derrière, il y a vraiment une association qui porte ces valeurs très fortes. Alors, ce qui est intéressant dans cette association et pour laquelle moi je me suis effectivement engagée depuis déjà un certain nombre d'années et pour lesquelles je resterai aussi, c'est que ça va vraiment au-delà d'être sur un accueil de personnes en situation de handicap. C'est qu'on va vraiment aller vers du projet. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, l'association est en partenariat avec le FRAC, avec les Beaux-Arts, pour être vraiment sur de la proposition d'ateliers artistiques et à l'origine même d'un atelier qui se fait main dans la main entre le FRAC et les Beaux-Arts, parce que du coup, ils se sont rencontrés par notre biais en disant qu'on pouvait construire un projet ensemble. Et depuis 3 ans, on avance ensemble. Mais c'est pas que ça, il y a aussi des projets que nous faisons avec des artistes à résidence. On est vraiment sur cette dimension-là. Et puis de pas créer pour, mais de créer avec. Et d'amener avec nous les personnes à s'installer dans des projets qu'ils auraient pensé avec nous, qui les touchent. La dernière anecdote que j'ai, et elle n'est pas des moindres, c'est qu'on a permis à une personne de nos services d'exposer, dans le cadre d'une carte blanche que nous avons créée, d'exposer toutes les toiles et tous les tableaux qu'elle fait, des créations originales qui sont magnifiques, hein, qui sont de l'art brut et qui sont très très belles et qui ont pu être exposées et proposées par cette personne pour laquelle la peinture est vraiment essentielle, qui peignait avant d'avoir son accident de vie et qui aujourd'hui s'épanouit de cette façon-là. Donc c'est aussi respecter des continuités de vie et je trouve ça vraiment intéressant. Pour terminer, s'il y avait un mot pour qualifier cette période-là qu'on a vécue un peu et qui, malheureusement, cette crise est toujours là et elle continue, quel mot vous retiendrez pour cette période? On pourrait imaginer que le confinement a été difficile. Moi, je trouve que finalement, ce confinement ça a ouvert vraiment des possibles. C'est étonnant, hein, mais on a découvert beaucoup de choses. Donc, c'est finalement une période complexe. On ne peut pas se le cacher. Mais pour nous qui travaillons auprès de ces personnes en situation de handicap, moi, j'ai découvert là beaucoup de... Voilà, il y a eu un champ des possibles qui s'est ouvert différemment. Alors,
je l'ai un peu exprimé dans le rythme que l'on a voilà, initié par ce confinement qui a ralenti, qui a laissé le temps au temps et aux personnes de s'exprimer plus tranquillement. On n'a pas toujours ce temps-là. Mais c'est vrai que je n'occupe absolument pas la partie angoissante et complexe de cette situation sanitaire qui est une crise que nous venons de vivre. Hein. Mais dans le lien et la solidarité humaine, on a vraiment vécu des instants très beaux et je trouve que voilà, ça aussi, c'est à mettre en valeur. Ce qui me vient à l'esprit pour les prochains temps, oui, c'est cette idée qu'on a quand même, dans le cadre du temps du regard, on a beaucoup travaillé main dans la main avec le Graal, une association du territoire pour laquelle on est inscrit et on adhère depuis déjà une dizaine d'années. Lors de sa création, on était déjà présent à cette idée que ensemble on va plus loin. Donc il y a environ 17 associations qui se sont fédérées là, et aujourd'hui ce confinement a été un révélateur, un impulseur même d'énergie sur cette idée que quand on est en situation de crise, la solidarité, la mutualisation est certainement la meilleure des solutions pour s'en sortir le mieux possible. Donc là, demain, on sait qu'on a aussi ce réseau-là qui est solide, qui est structuré, qui est engagé. Je trouve que tout ça, c'est aussi ces éléments positifs de ce confinement. De façon plus complexe, effectivement, c'est le devenir de nos structures sur le temps. Hein. Il s'agit aussi qu'à un moment donné, les choses reviennent à la normale et qu'on réussisse à faire revenir à nous aussi toutes les personnes que nous accompagnons avec plus de sérénité et puis qu'elles retrouvent une vie plus normale. Ça va être l'objectif à venir. Bon, en tout cas, je garde ce mot-là pour la fin, de la solidarité. Et effectivement, si ce confinement a pu resserrer les liens entre les acteurs d'un même secteur pour travailler encore plus étroitement ensemble et de manière encore plus solidaire, et bah, tant mieux. Merci Marie pour cet échange. Merci pour ce temps. Je rappelle que vous êtes directrice des services de l'association Le Temps du Regard et je mettrai donc vos coordonnées en bas de la vidéo pour que les gens qui nous écoutent puissent vous joindre s'ils ont des questions ou si effectivement ils veulent participer à votre projet. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.